Vous êtes Antoine Armand, député de la 2e circonscription d'Annecy, jeune député, 31 ans, estampillé Renaissance. Bonjour, tout d'abord. Bonjour, merci pour cette proposition d'échange. Merci à vous parce que, du coup, comme vous l'avez promis dans votre programme, vous êtes accessible. Le 2 février dernier, vous avez rencontré des lycéens à l'Assemblée. Des lycéens de Cran-Gévrier, donc on a eu vent de ça. Vous serez disponible le 23 février à Faverges. Oui, absolument. Et ma première question, c'est au bout de 7 mois de mandat, comment ça se passe pour vous? C'est un gros défi de concilier à la fois le travail qu'il faut mener à l'Assemblée nationale, puisque je le rappelle toujours, le premier travail d'un député, c'est de voter la loi, de travailler, de concevoir la loi. Et donc, ça nécessite d'être très actif, très présent à l'Assemblée. Et puis, de pas la voter, de pas la concevoir sur rien ou sur n'importe quoi. Et donc, ça implique d'être aussi très présent localement dans la circonscription où on vit, où on est élu, pour tout simplement prendre la température en permanence. Et puis aussi pour faire remonter des choses qui, vues de Paris, vues de l'Assemblée nationale, peuvent paraître des détails, peuvent paraître très spécifiques, mais qui en fait, au quotidien, sont importantes pour les élus, pour les associations, pour les entreprises, qui peuvent les freiner, qui peuvent les gêner. Et ça, c'est aussi notre travail de faire remonter ces petites choses pour les corriger et pour permettre aux gens de réussir ce qu'ils entreprennent, de se sentir mieux dans leur vie, d'être aussi à l'aise dans les projets qu'ils commencent. D'accord. On vous a vu il y a pas longtemps sur BFM TV. C'était assez cocasse d'ailleurs face à deux députés de l'opposition, deux groupes différents. Vu de loin, on a l'impression d'une grande cour de récré quand même, l'Assemblée. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Ça me fait beaucoup de peine. Je crois que, moi, à chaque fois que j'entre dans l'hémicycle, j'ai quand même, ça me fait quelque chose. Je pense pas que c'est uniquement parce que je suis un jeune élu. Je pense aussi que c'est que j'ai une certaine vision de ce que doit être l'hémicycle. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, c'est pas parce que les autres hurlent qu'il faut faire pareil, donc tenez bon, comportez-vous correctement. Et je pense qu'on peut être très en désaccord, qu'on peut être très en colère contre des idées, mais que ça n'aide pas de les exprimer en hurlant ou en s'invectivant. Et quand on voit les scènes qu'il y a eu avec le Rassemblement national, avec la NUPES, parfois l'un contre l'autre ou contre la majorité, je me dis, on rend service à personne en faisant ça. Ce dont on a besoin dans une démocratie qui fonctionne, si on a envie que les gens reviennent voter, on reviendra peut-être sur l'abstention, mais si on a envie que les gens reviennent voter, il faut que le débat soit clair. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, ça veut juste dire que les positions des uns et des autres puissent être exprimées clairement pour qu'à la fin on comprenne de quoi on parle. Si on passe son temps à dire que certains veulent ruiner la France et que d'autres n'aiment pas les pauvres, par exemple, on ne fait rien d'avancer. On fait des jugements de valeur, mais on ne sait même plus de quoi on parle. Par exemple, sur les retraites, le bruit fait qu'on sait même plus parfois de quoi on parle en fait. Quel est le système dans lequel on est, quel est le système dans lequel on se projette, etc., etc. Et je crois que se hurler dessus et faire passer l'Assemblée pour une cour de récré, comme vous dites, c'est aussi ne pas prendre les citoyens pour des adultes responsables qui en fait demandent à être éclairés sur les conséquences et sur les projets de chacun. Les gens n'ont pas spécialement envie qu'on se hurle dessus, ça ne défoule personne. Ce qui compte, c'est que le débat soit appuyé sur des éléments, des faits. Après, on peut ne pas être d'accord sur les données, sur les résultats, sur ce que ça implique. Et c'est justement ça qui est important, parce que c'est le moment où on passe des faits aux convictions. En politique, il y a toujours une partie de conviction de sentiments personnels. Et c'est normal, mais il faut être capable de faire la part des choses entre ce qui est et ce qui relève pas de la fake news, comme on dit en mauvais français, et puis là, le moment où chacun se positionne. Et pour ça, il faut pas le faire que dans le bruit et la fureur. Oui, là, on se rend compte en fait que la partie débat est peut-être mal conçue. Nous, on s'intéresse beaucoup à comment fonctionnait la démocratie dans l'Antiquité notamment, et on avait des débats socratiques, on appelle ça, avec des règles, un règlement bien spécifique, des arbitres
qui pouvaient noter les interventions, rejeter certaines selon certaines règles, et on s'aperçoit que c'est un peu l'anarchie au niveau de l'hémicycle, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas réformer un peu la façon de fonctionner, la façon de débattre au sein de l'hémicycle? Oui et non, parce que j'entends ce que vous dites, mais d'un côté, on a déjà, d'un côté, on a déjà un certain nombre de règles qui encadrent le débat dans l'hémicycle. D'un autre côté, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas se satisfaire de l'état du débat tel qu'il est, malgré le travail assez formidable et courageux que fait notre présidente Yael Braun-Pivet. Mais je prends un exemple. Il y a le débat en hémicycle, qui est donc celui qui est le plus visible, le plus connu. Mais il y a aussi, en amont de ce débat dans l'hémicycle, toutes les discussions, les débats en commission, dans les commissions permanentes, qui sont aussi filmées, mais qui sont beaucoup moins regardées et connues du grand public. Et là, vous pouvez constater que les débats sont beaucoup plus apaisés, sont beaucoup plus sur le fond. Okay. Et d'une certaine manière, c'est ça qui, je pense, est problématique. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une caméra ou dès que le débat est visible par tout le monde, il faut tout de suite se recroqueviller dans des postures partisanes. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire que parce qu'on n'a pas la même étiquette politique, c'est pas vrai, c'est pas courageux, on est contre? C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve sans cesse renvoyé à son étiquette politique? Nous, élus, on en est probablement responsables. Mais quand même, la question se pose. D'ailleurs, la politique, maintenant, c'est devenu la politique des partis. Enfin, sous la 100e, ça a toujours été comme ça. Est-ce que c'est pas dysfonctionnel, ça? Est-ce que ça pollue pas, justement, le débat de s'accrocher à un parti? D'ailleurs, vous, en étant estampillé Renaissance, êtes-vous d'abord le député de Renaissance ou d'abord le député de la 2e circonscription de la Haute-Savoie? Alors, je commence par cette deuxième question. Je suis évidemment le député de la 2e circonscription de la Haute-Savoie et parfois je le dis sous le ton de la boutade et je pense que ça peut agacer certains des administrés de Haute-Savoie, enfin des citoyens de la 2e circonscription, mais en réalité, je suis aussi le député des gens qui n'ont pas voté pour moi. Ça ne veut pas dire qu'ils me doivent quelque chose ou que j'aurai une quelconque autorité, évidemment. Ça veut simplement dire que mon devoir, c'est de représenter la population de la 2e circonscription dans sa diversité. D'abord, j'allais dire la moitié de gens qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Parce que la réalité, c'est quand même ça. Quand même être capable d'être un peu de lucidité et d'humilité. C'est bien d'être lucide, c'est tout à votre honneur. Et ensuite, la deuxième moitié, ou à peu près un peu moins de la deuxième moitié, puisque j'ai été élu, qui n'a pas voté pour moi. Et qui a voté en opposition à la politique que je représentais. Bon. Et donc, c'est ça la difficulté. Alors ça passe par être accessible et être capable d'avoir cette discussion. Et ça passe par trouver cet équilibre entre le fait que j'ai été élu, comme vous dites, sur une étiquette, enfin avec un parti, et donc pour mener une politique nationale. Si j'étais contre la réforme des retraites, alors que c'était un des axes majeurs du projet d'Emmanuel Macron et de notre projet de la majorité législative, ce serait vraiment de la déloyauté politique à l'égard des électeurs qui ont voté pour moi. Parce que c'était ça la clarté dans le débat. C'était de dire voilà ce qu'on va faire et voilà ce qu'on va pas faire. Mais d'un autre côté, si on n'est pas capable d'entendre le fait que les gens disent mais quand même cette réforme, il y a des carrières longues qui seront très pénalisées, il faut faire un effort, ce serait être dans la surdité et dans un peu l'aveuglement politique et d'étiquette. Donc c'est ça qui compte. Après, sur votre première question, c'est intéressant parce que vous dites on est tombé dans la démocratie des partis, c'est assez juste, mais historiquement, il faut se rappeler que la 5e République a été créée pour justement éviter le régime des partis tel qu'il existait sous la 4e, où on changeait de gouvernement tous les 3-4 mois, parce que les radicaux de gauche faisaient finalement un accord avec la droite et inversement. Donc on a cette crise de la démocratie des partis, on l'a pas résolue, ça c'est sûr. Moi, le sentiment que j'ai, si vous voulez, c'est que c'est un peu comme avec les syndicats ou les organisations professionnelles, c'est qu'on a absolument besoin de corps intermédiaires pour qu'il y ait une sorte de respiration démocratique entre les gens qui ont été élus pour 5 ans, par exemple, et puis les citoyens au quotidien. Mais force est de constater que les gens n'ont plus vraiment confiance ni dans les partis, ni dans les organisations professionnelles. Et c'est pour ça que je pense que des collectifs émergent. Alors, on le voit dans tous les domaines. Des syndicats, en fait. Ou des syndicats, mais même des partis. Vous voyez, dans tous les domaines, vous avez des collectifs qui émergent, ou qui défendent une cause, ou qui, par exemple, vous avez eu un collectif des contrôleurs à la SNCF à Noël, parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas représentés par les syndicats. Vous avez des collectifs politiques qui considèrent qu'ils ne sont pas assez représentés par les partis, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a un renouvellement qui arrivera de
cette manière-là. Mais on aura besoin que ces gens-là s'organisent, je pense, si on veut pouvoir avoir un débat, parce que sinon vous savez pas à qui vous vous adressez au bout d'un moment. Très bien. Et ça, c'est très important. Donc on est venu sur le chemin de retraite. Oui. C'est une loi qui est hautement impopulaire. Vous le dites, ça a été promis c'était dans le programme d'Emmanuel Macron version 2. Oui. Il disait totalement l'opposé dans la version 1, en 2019 notamment. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? C'est l'Europe? Alors, je pas trop l'habitude de parler à la place du président, mais ce que je constate, et puis je travaillais au ministère de l'économie avant, ce que je constate, c'est qu'on est contraint aujourd'hui de faire une réforme de ce type parce qu'on n'a pas eu le courage de réformer assez profondément notre régime dans les 20 dernières années. Et que plus on attend, plus on est obligé de faire une réforme difficile. Et moi, je suis persuadé qu'il faut être lucide, bien sûr, mais qu'il faut surtout être transparent. Donc, est-ce que c'est une réforme difficile? Oui. Est-ce que ça conduit à ce que certaines personnes qui devaient partir à la retraite dans les prochaines années partent 3 mois, 6 mois, 9 ou 12 mois plus tard? Oui. Et est-ce que c'est pour ces personnes-là quelque chose qui paraît difficile? Mais je le comprends parfaitement. Après, il y a l'idée qu'il faut de toute façon commencer à partir d'un certain moment à relever l'âge, et donc, dans l'esprit de la réforme, je veux dire, on peut être radicalement contre, mais dans l'esprit de cette réforme, il faut bien commencer à une certaine date. Donc, il y a forcément des gens qui sont à la limite inférieure ou à la limite supérieure. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de dire pourquoi on l'a fait. On l'a fait parce qu'on considère qu'il faut préserver l'esprit du système de retraite par répartition, c'est-à-dire que les cotisations les cotisations des actifs payent les cotisations des retraités. Et il y a une réalité démographique que tout le monde connaît qui fait que on a de moins en moins d'actifs pour les retraités, et que donc on a plusieurs choix. Ou on augmente les cotisations sociales, c'est pas le choix que le gouvernement que je soutiens a fait, puisque depuis 2017 il baisse les cotisations sociales dans l'idée que le coût du travail soit moins élevé et que le salaire brut qui soit donné par l'entreprise se rapproche autant que possible du salaire que les gens touchent à la fin du mois. On peut être contre cette philosophie, mais c'est notre philosophie politique et de politique économique. Donc on peut augmenter les cotisations, on ne le souhaite pas. Et on peut réformer le régime. Et en réformant le régime, il y a deux manières de faire. On peut augmenter la durée de cotisation, c'est ce qui est encore en cours avec la réforme Touraine de 2014, pour l'étendre jusqu'à 43 ans. L'avantage que ça a, c'est que finalement tout le monde cotise la même durée, mais ça peut faire quand on a des carrières hachées ou des carrières, on a commencé un peu tard pour d'autres raisons, on peut se retrouver à des âges de départ très 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 tard, ou on peut bouger l'âge légal de départ. L'âge légal de départ, il a un avantage, c'est qu'il met quand même une limite à partir de laquelle on peut partir, et il a un inconvénient, c'est que forcément, ça fait que les durées de cotisation peuvent être différentes entre les gens. C'est pour ça qu'il y a un équilibre entre accélérer la durée de cotisation pour la passer à 43 ans plus vite et un âge légal qui n'est pas de 65 ans comme on l'avait envisagé un temps, mais de 64 ans. Ça, c'est le grand principe. Et puis après, il y a l'adaptation pour que ce soit le plus juste possible. Permettre aux femmes de bénéficier d'une retraite qui soit un peu supérieure par rapport à ce qu'elles touchaient avant, le temps que les inégalités sur le marché du travail se résorbent. Les carrières longues, avec l'annonce de la Première ministre qui fait que vous cotisez pas plus de 43 ans quand vous avez commencé à travailler à 19, 20, 21 ans, pour que ce soit juste de ce point de vue-là. Et le débat parlementaire s'ouvre cette semaine, et il y aura probablement d'autres avancées sur le travail de nuit, sur la pénibilité. Ça, c'est l'esprit de la réforme. Et moi, je conçois vraiment, et je pense que c'est important de le dire, je conçois vraiment qu'on soit contre cette réforme. Je pense qu'il faut que le débat ait lieu. Maintenant, ce que je constate, c'est que le président a été élu avec ce programme-là dès le premier tour. La majorité parlementaire a été élue, certes relative, mais elle ne s'en est pas cachée. Et donc, c'est avec ça qu'on gouverne. Une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie. Des candidats ont affiché des annonces, des promesses, des engagements, et les tiennent. Oui, mais c'était ça ou Marine Le Pen un petit peu aussi. Bien sûr qu'il y a ça, mais il y a eu un premier tour aussi. Et au premier tour, on est arrivé en tête à la présidentielle. Et on est arrivé coude à coude, mais quasiment en tête au premier tour aussi. Donc il y a un deuxième tour, mais il y en a d'abord un premier. Et je pense que c'est important. Et si l'opposition avait été si forte,
ça se serait passé autrement. Et puis, si on trouve une majorité à l'Assemblée pour faire voter la loi, je pense que c'est le respect de la démocratie que de considérer que ça a été voté par une majorité à l'Assemblée. Et d'une certaine manière, bien sûr que les gens ne veulent pas de réforme qui pénalise au sens où qui vient ajouter un effort. Mais pour moi, la démocratie, c'est pas raisonné par sondage. Peut-être qu'il manque des outils de référendum, de votation, etc. Est-ce que respecter la démocratie, ce ne serait pas de faire un référendum, justement? Oui, mais si vous en faites un là-dessus, pourquoi vous en feriez pas un sur l'énergie? Pourquoi pas? C'est un peu bon. Et si une démocratie à la Suisse, des votations, oui, devenir citoyen, voter ses propres lois. Sauf que il y a deux problèmes. D'abord, c'est pas encore dans notre culture politique, c'est une grosse transformation de nos institutions. Aujourd'hui, vous avez un président de la Ve République qui est élu par des millions de Français. Donc, comme on l'a vu par le passé, les Français, ça se transforme souvent en plébiscite, moins sur l'objet de la proposition que sur la personne. Regardez, je prends cet exemple parce qu'il est très frappant. En 1969, quand De Gaulle a fait son référendum sur le Sénat et sur la décentralisation, le pays était très largement pour. Et il a quand même voté contre. Pourquoi? Parce que, pour plein de raisons politiques que tout le monde connaît, post-mai 68, on voulait changer, et De Gaulle l'a pris comme une mise en cause personnelle, et il est parti. À l'inverse, en 2005, le peuple a voté non au référendum européen, et pourtant, voilà. Alors, bon, la politique étrangère européenne, c'est autre chose, mais je suis assez d'accord. Donc, la question, c'est, moi, je suis assez ouvert sur l'évolution des institutions. Donc, on peut faire davantage en termes de consultation citoyenne, mais il faut bien avoir en tête que c'est pas, il faut que ce soit cohérent avec nos institutions. Donc, on peut vouloir changer nos institutions, ça s'entend, mais vouloir, à institution égale, faire tous les 3 mois ou tous les 6 mois un référendum, c'est en fait dire que le Parlement ne sert à rien. Si on a élu des représentants au suffrage universel direct pour qu'ils portent une politique, on peut leur faire confiance. Alors, est-ce que 5 ans, c'est trop long? Peut-être que c'est trop long. Peut-être que ce soit 4 ans, 3 ans, j'en sais rien. Peut-être qu'on doit pouvoir révoquer son parlementaire si on n'est pas d'accord avec la manière dont il se comporte à l'Assemblée. Peut-être. Je veux dire. Mais si on a une démocratie représentative parlementaire, l'enjamber en permanence dès qu'il y a quelque chose d'important à voter au Parlement, ça me paraît délicat. Donc, je n'ai pas la réponse. Je vous soumets ma réflexion. Oh, c'est très bien, je vous remercie pour ça. On réforme la retraite, on réforme le travail, on réforme un paquet de choses. Quand est-ce qu'on réforme les institutions, justement? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par là? Écoutez, logiquement, vous avez totalement raison. C'est d'ailleurs ce qui se passe en général quand on fait un programme politique. On commence par se rendre compte que c'est les institutions qui sont la condition de réussite. Et ça a été très difficile pendant le premier quinquennat. Je vous rappelle, on avait une réforme des institutions qui a été bloquée, une proposition de loi de révision constitutionnelle qui a été bloquée par le Sénat. L'Assemblée a voté sur la proportionnelle, et en fait, elle n'avait pas voté, mais on l'a pas fait puisque le Sénat s'y opposait radicalement. Donc vous connaissez le principe, il faut une majorité parlementaire au 3/5 ou un référendum. Et là, les réflexions sur les institutions, elles ont commencé avec le Conseil national de la refondation. Il y a des groupes de travail parlementaires, des groupes citoyens, le ministre en charge qui s'en occupe, et le président a ce souhait de présenter avant la fin du quinquennat, c'est son dernier quinquennat constitutionnellement, donc justement d'avoir cette liberté pour proposer une réforme des institutions. Ce qui est très délicat, c'est que il faut trouver quelque chose qui puisse être voté ou par référendum ou par le Parlement au 3/5, et donc trouver un consensus sur ces questions. Et en fait, quand vous réfléchissez, vous voyez que les gens ont des avis assez divergents. Et donc c'est le travail qui est en train d'être mené. Je ne peux pas vous donner de date de rendu, mais clairement ce sera entre dans 6 mois et dans 1 an ou 1 an et demi que les propositions qui ont émergé des différents groupes de travail du Conseil national de la refondation seront mises sur la table, et qu'on verra dans les discussions politiques avec le Parlement, avec le CESE, le Conseil environnemental, social, économique, social et environnemental, auront lieu. Très bien. J'avais d'autres questions. Après, je sais pas combien de temps on a, mais je vais pas vous prendre trop longtemps pour ce premier entretien. Franchement, je suis ravi déjà. Est-ce que il y a une question qui a été posée par quelques citoyens, c'est est-ce qu'il y aura
refonte, pas une refonte, comment on appelle ça, au niveau des régimes spéciaux, voilà, concernant les retraites. Est-ce que les parlementaires seront soumis à cette réforme? Est-ce qu'on abandonnera ces régimes spéciaux qui concernent beaucoup plus le Sénat, hein, parce que je pense qu'au niveau des parlementaires, c'est revenu à un certain niveau au niveau des fonctionnaires, je sais pas, un truc dans le genre. Absolument. Alors, nous, députés, enfin nous, moi j'étais pas élu à ce moment-là, mais en 2018, on a réformé le régime de retraite des députés. Et il est maintenant aligné sur la fonction publique d'État. Donc, concrètement, si vous voulez, alors je vous avoue, comme j'ai 31 ans, je me suis pas renseigné sur mon cas personnel, mais concrètement, si vous avez fait 5 ans de mandat, à vos 62 ou 64 ans, vous touchez 600 € de pension mensuelle. Avant la réforme, c'était le double. C'était un régime très spécial qui déconnait complètement, à mon sens. Je veux dire, qu'on soit aligné sur le régime des fonctionnaires, ça me paraît totalement normal. On n'est ni plus ni moins. Je crois que de mémoire, les sénateurs ne sont pas encore tout à fait dans cette démarche-là. Ils se cachent derrière une pièce autonome. Mais bon, enfin, voilà. Bon, je crois qu'il faut être assez honnête. Il faut être exemplaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il faut, comment dirais-je, il faut pas se flageller. C'est-à-dire, c'est important que des gens qui s'engagent dans la vie publique. Moi, j'ai la chance d'être fonctionnaire, mais si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous prenez un risque énorme quand vous êtes élu. Vous n'êtes pas sûr de retrouver un emploi par la suite, surtout si vous n'êtes pas cadre supérieur, etc. Donc, il faut aussi permettre aux gens de pouvoir avoir cet engagement un temps dans leur vie. Sinon, vous avez que des professionnels de la politique après. Donc il faut permettre que ce soit une activité rémunérée et que vous constituiez des droits, mais ni plus ni moins que quelqu'un qui sert le pays. Donc je trouve que cette réforme de 2018, elle me paraît correspondre. J'ai vu beaucoup effectivement de fausses informations selon lesquelles les députés se gaveraient. Et ça c'est l'antiparlementarisme un peu classique. Oui, faut bien regarder effectivement. Ouais. Ce débat autour des retraites, cette réforme autour des retraites, est-ce que c'est pas un faux problème? Est-ce que c'est pas reculer le délai encore? Parce que bon, on a une démographie qui est en baisse. On a besoin d'une démographie croissante pour soutenir le système capitaliste en fait, une croissance non-stop. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt réformer le travail, le salarial, repenser l'économie, essayer de se sortir d'un capitalisme qui est voué à l'échec, d'une croissance infinie avec des ressources finies? Alors, on peut avoir le débat sur la croissance. Moi, je dis juste un mot que vous avez souligné avant sur le travail. Parce que je pense, et ça je crois, moi j'y crois fort et je crois que c'est, j'allais dire, la leçon principale de la réforme des retraites, du débat qu'on a. C'est que si on est dans un monde où les gens veulent partir le plus tôt possible à la retraite, bien sûr, il y a la question de la pénibilité et ça concerne beaucoup de gens et c'est important, je ne nie pas du tout. Et bon, mais je prends cet exemple. On parle de la pénibilité. Si c'est insoutenable de passer de 63 à 64 ans en âge de départ pour des raisons de pénibilité, c'est que en fait ça l'était avant. C'est que vous êtes cassé par le travail à partir de 55-56 ans. Et que en fait, certes, c'est très dur de passer de 63 à 64, mais c'est qu'il y a déjà un gros problème. De même, de manière générale, si la société ne veut pas travailler 1 ou 2 ans de plus sur 40 ans de carrière, c'est qu'on doit repenser notre rapport au travail. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant dedans. C'est que vous le voyez comme une contrainte et que vous n'avez pas pu changer de métier. Que on a de plus en plus des places de revenus et moins de places de travail, en fait. Je pense pas que le Uber, il soit ravi de faire ça et c'est ce qui aide les livreurs de repas à calmer un peu la courbe du chômage, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je suis persuadé qu'une des réponses principales, elle tient dans l'industrie. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez dans l'industrie, au sens large, c'est pas forcément comme l'image d'Épinal, mais là, dans ce secteur-là, vous avez de l'ascension sociale. Et donc moi, que quelqu'un soit livreur Uber pendant quelques temps, parce que ça lui permet de payer une formation ou ses études et de changer de métier, très bien. Mais la précarité longue, durable dont on ne sort pas, c'est pas acceptable socialement.
Et ce qui a complètement changé dans notre société, c'est que dans les années 70 ou 80 ou 90, l'ascension sociale existait, au sens où vous pouviez raisonnablement penser que vous seriez mieux loti que vos parents, que vous auriez un métier qui vous correspondrait davantage, que vous auriez plus de revenus, que vous travailleriez moins longtemps. Et on a basculé dans l'autre sens. Et donc, c'est ça le plus grave, c'est de ne pas être capable de garantir à quelqu'un qui veut s'engager, qui trouve un travail qui a du sens pour lui, qu'il va en vivre correctement. C'est ça la priorité pour moi. Et c'est pour ça qu'il faut se garder de la précarité grandissante dans les métiers. C'est pour ça qu'on régule les plateformes et qu'on va le faire davantage. Et c'est pour ça qu'il faut réindustrialiser, produire en France, parce que moi je visite toute la journée des entreprises. Et je peux vous dire que j'étais encore chez Tobini, chez SMR, chez Fournier. Je vois beaucoup de gens sans idéaliser, mais je vois beaucoup de gens qui trouvent beaucoup de sens à leur métier. Parce qu'ils produisent quelque chose localement, eux-mêmes, ils sont capables d'innover, ils sont capables de progresser dans leur carrière. Et ça, c'est très important. On a encore des artisans chez nous, mais ça devient compliqué, hein, ça c'est sûr. Et autre question, sommes-nous dans le plein emploi actuellement? Ce qui est sûr, c'est que depuis 20 ou 30 ans en France, on s'était habitué au chômage de masse. On avait, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, des taux de chômage qui correspondaient à du chômage de masse. Et on se retrouve en France, et encore plus en Haute-Savoie, parce qu'en Haute-Savoie, vous savez qu'on est quasiment à 4,5% de chômage, de chômage, ou plus, dans ce qu'on appelle, en théorie économique, le plein emploi, avec des difficultés de recrutement, etc. Mais ça ne veut rien dire, le plein emploi. Je veux dire, il y a la réalité la théorie macroéconomique et puis la réalité du quotidien. Donc, on est en train de faire disparaître, et ça, c'est moi ma conviction, bien sûr, puisque c'est le gouvernement que je défends, c'est parce qu'on a mené des politiques qui ont permis ça, a permis de réduire le chômage. On a encore un défi extrêmement important. On a deux défis en réalité très importants. On a la question de l'emploi des seniors, et on a deux, et c'est en partie l'emploi des seniors, mais pas que, le taux de chômage de longue durée. On a encore beaucoup de gens qui sont au chômage depuis plus d'1 an et qui n'arrivent pas à retrouver un emploi. Et ça doit être nos deux priorités sociales et économiques. Mais si je mets ça de côté, il y a une autre conséquence du fait qu'on n'a plus beaucoup de chômage, c'est que maintenant il faut travailler sur la qualité de l'emploi. Ce qui nous intéresse, c'est un plein emploi de qualité. C'est de transformer des emplois précaires ou des emplois dans des conditions pas faciles, de services qui rémunèrent pas très bien, en emplois industriels de qualité, où on a du temps pour soi, où on peut organiser son travail comme on l'entend. C'est ça demain ce qu'on doit être capable de faire. Ok. Je passe à un autre sujet. Il y a sur la 6e circonscription de la Haute-Savoie, il y a un conseil citoyen qui s'est monté pour relationner directement avec le représentant, c'est-à-dire le député de la 6e circonscription, dont j'ai oublié le nom. Seriez-vous favorable à ce qu'une assemblée de citoyens de circonscription se mette en place pour relationner directement avec vous? Oui, absolument. Moi, je suis très ouvert aux initiatives. Et je pense que ce que fait Xavier Roseland, ce que fait aussi ma collègue Véronique Rioton, la première circonscription, ce sont des belles innovations. Moi, je commence mon mandat, donc je suis déjà fort occupé. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas le faire, ça veut dire que, comment dirais-je, je me dis que si je suis suffisamment accessible, et à chaque fois que je croise quelqu'un qui souhaite discuter directement avec moi ou nous rencontrer, je le fais avec grand plaisir. Si je fais cette première étape, c'est déjà beaucoup. Et à mon avis, c'est déjà très important. Ensuite, monter moi-même une initiative qui serait horizontale, ça me paraît peut-être un petit peu délicat. J'ai un petit peu de mal à voir comment on peut à la fois être horizontal et être l'organisateur. Donc je suis encore en réflexion sur ce sujet. Je suis très ouvert aux initiatives. On a un peu expérimenté ces assemblées citoyennes et en fait elles n'ont que 4 missions, c'est-à-dire enfin 4 possibilités. C'est de poser des questions, d'approuver, de critiquer avec argument. Oui. Et de proposer. Voilà. Et vous n'êtes pas invité. Vous n'êtes pas invité, on vous soumet juste ces questions, ces approbations ou autres. Et vous pouvez être invité, mais sur invitation justement, et à répondre à des questions si ça vous intéresse, quoi. Si cette expérience vous intéresse. Oui, absolument, totalement.
Ok, très bien. C'est bon de le savoir. Je vais terminer en vous posant, en vous demandant des définitions, simplement. Vos définitions. Je vais commencer par la démocratie, s'il vous plaît. Ouais, j'ai combien de temps? 5 heures? Non, mais je reprends la définition de la Constitution parce que je l'aime beaucoup. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et évidemment, les trois sont décisifs. Du peuple, c'est bien diriger un pays pour qu'il aille quelque part et que le pays avance. Sinon, c'est une démocratie dysfonctionnelle. Si en fait, tout le monde s'écoute, mais qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises, une capacité à se projeter dans le temps, par le peuple. C'est bien une démocratie représentative qui fonctionne, c'est-à-dire que les gens se sentent représentés par leurs élus. Et là, je crois qu'on a beaucoup de travail à faire. Il faut être assez lucide. Et puis, pour le peuple, c'est qu'il soit fait dans l'intérêt du peuple et pas contre lui. Et que le peuple adhère au projet général. Ok. Deux autres mots. Donc, le suivant, c'est politique. Tout est politique. Donc la politique, c'est tout, c'est l'organisation de la vie de la cité. Il y a le politique et la politique. Le politique, c'est comment est-ce qu'on organise la vie de la cité, et la politique, c'est les débats qui permettent de confronter les visions de la cité. C'est indispensable d'avoir différents points de vue. Sur celle-là, vous aurez un bon point, je pense. Citoyen, pour le dernier mot. Le citoyen, par définition, par construction, c'est quelqu'un qui a des droits civiques dans notre pays. Mais ça, c'est la définition faible. La définition forte, vous savez, il y a un grand économiste qui a eu le prix Nobel qui s'appelle Amartya Sen, qui a parlé des capabilités. Les capabilités, c'est les besoins de base qui doivent être comblés pour que quelqu'un puisse être un acteur économique, social, politique. Donc, ce qu'explique Sen, c'est par exemple, si vous n'avez pas accès à une alimentation, à de l'eau, à du logement, etc., ben, forcément, vous ne pouvez pas vous concentrer sur autre chose. Et ben, j'allais faire le parallèle en disant le citoyen, c'est quand même quelqu'un qui a la possibilité d'agir dans la cité, c'est-à-dire qui est suffisamment cultivé, informé, instruit pour pouvoir agir. Il connaît ses institutions, par exemple. Il sait ce que c'est un député. Il sait quelle est l'histoire du pays dans ses grandes lignes, et il connaît les quelques projets politiques dont il est question. Sinon, c'est un citoyen un peu aveugle, à mon avis. Et c'est ça qui fait défaut pour devenir citoyen, je dirais, c'est on manque de formation du citoyen aujourd'hui. C'est très juste. Oui. Mais bon, c'est peut-être à nous de la faire. Si on veut s'élever au rang de citoyen, et ben organisons-nous pour faire cette éducation du citoyen entre nous déjà. Absolument. Très bien. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Ben, je vous en prie, je suis à votre disposition, et puis si d'une manière ou d'une autre je peux vous aider ou je peux participer à des débats que vous menez, je le fais avec grand plaisir. Vous n'hésitez pas, c'est mon numéro. L'idée du collectif, c'est aussi de repolitiser un maximum de personnes pour qu'ils deviennent des citoyens et qu'ils s'intéressent et qu'on n'ait plus ce taux d'abstention record et ensuite que des gens qui se plaignent. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette en place, de notre côté, essayer de mettre en place cette assemblée de circonscription et de revenir vers vous si ça voit le jour. Avec grand plaisir, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, à très bientôt, j'espère. Passez une bonne journée. Bonne continuation, courage. Merci. Au revoir. Au revoir.